Alors nous allons quitter maintenant le monde de la nature pour rejoindre d'autres terrains où fleurissent des mots énigmatiques pour le profane, tels que la Corse, la mire ou le passeur. Narbonnais d'adoption, notre troisième conférencier fait son entrée dans le monde à Toulouse, où germe très tôt en lui l'attirance pour un sport en particulier. Alors ce sport, c'est ni le foot, ni le rugby, ni la pétanque encore, mais le volley. Le volley sera donc son champ de jeu où il sèmera son destin. Et nous le retrouvons vers sa 15e année par là. Seul dans le train qui l'amène à Bordeaux pour devenir le volleyeur professionnel qu'il veut être, il a emporté avec lui un peu de ses racines. Alors fidèle à ses ancêtres gersois, il se prépare à mordre à pleines dents dans cette future carrière par une préparation physique sportive toute particulière à base de sandwich au foie gras, rien que ça. Et il faut croire que le foie gras possède des valeurs énergétiques insoupçonnées car le voilà désormais mené ballon battant la construction de sa carrière sportive et la réussite de ses études supérieures. De Toulouse à Bordeaux, de Bordeaux à Sète, de Sète à Nice, de Nice à Dunkerque et enfin de Dunkerque à Narbonne, il a en effet emprunté plusieurs routes, mais toujours sur une seule voie, celle de la passion. Alors Corneille disait, et il avait bien raison lui aussi, que les belles passions cherchent les belles âmes. Et il ne s'était pas trompé, car c'est sur un terrain de volley qu'il rencontra cette belle âme, celle qui est sa moitié aujourd'hui, et c'est également sur le terrain des Centurions de Narbonne qu'il a appris la naissance de son premier enfant. Alors, palmarès et carrière n'étant pas éternels, le volleyeur a fait la passe il y a plus de 10 ans de cela à un autre genre de sportif, l'entrepreneur et créateur d'entreprise. Alors, Julien, c'est à mon tour de te faire la passe. Mesdames et messieurs, Julien Belli. Bonsoir. C'est bon. Bonsoir à tous. Merci Nico pour le foie gras. Hein, je retiens, sympa. Okay. Donc ce soir, je vais vous parler de sport de haut niveau et d'entrepreneuriat. Et pour ça, j'ai besoin de votre avis. J'ai besoin de savoir comment vous vous sentez dans votre vie professionnelle. Est-ce que vous vous sentez plus l'un ou l'autre? Donc, je vais vous demander de lever la main. Qui se sent le plus sportif de haut niveau dans sa vie professionnelle? On en a quelques-uns. OK. De haut niveau, oui, de haut niveau. Ok. Il y en a quand même. Et maintenant, qui se sent entrepreneur, homme d'affaires, hein, dans sa vie professionnelle? Qui se sent femme d'affaires aussi? Merci. Ok. Homme ou femme d'affaires? Très bien. Ok. Eh bien, moi, je pense que tous les entrepreneurs sont des sportifs de haut niveau. Alors, peut-être pas sur le plan physique, parce que... Ok. Peut-être pas sur le plan physique. Mais en tout cas, sur le plan mental, il y a énormément de choses qui les rassemblent. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager ce soir, à travers diverses expériences que j'ai pu avoir dans mes deux vies, dans ma vie sportive et dans ma vie professionnelle. Mais avant ça, j'aimerais vous parler de ma première fois. Non, pas celle-là. C'est ma première fois professionnelle. Donc, ma première fois professionnelle, j'ai 30 ans. Je viens d'arrêter ma carrière de volleyeur. Et c'est la première fois que je vais faire un vrai travail. Alors, un vrai travail, pour nous les sportifs, on n'a jamais l'impression on est payé pour faire notre boulot, mais c'est tellement une passion, comme tu disais Nico, qu'on n'a pas l'impression de travailler. Donc, c'est ma première fois, j'ai 30 ans, je suis dans la voiture. Je vais au Crédit Agricole de Marseillan pour faire mon premier jour. Et je suis stressé, excité. Je suis habillé un peu comme lui, là. J'ai la veste, la chemise, la cravate, les chaussures cirées. Moi, je suis tout le temps en survêt d'habitude. Là, ça a été... j'ai l'impression d'être déguisé. Donc, je suis stressé. Et quand je suis stressé, depuis 15 ans, j'active mon mode mental compétition. Ce mode mental compétition, il me permet de gérer des gros matchs,
comme une finale des Jeux Olympiques universitaires à Pékin devant 15 000 personnes. Ou alors, il me permet de gérer dans ma vie professionnelle des premières fois, comme la première fois, alors qu'on n'a jamais pris le micro devant 200 personnes. Donc là, je suis en mode mental compétition. Et donc, j'arrive au Crédit Agricole. J'ai mon mode mental compétition activé. Je pousse la porte et c'est parti pour mon premier jour. En fait, je pense, avec le recul, je pensais que c'était mon premier jour de vrai travail. Sauf qu'en fait, j'étais dans le monde du travail depuis très longtemps et dans le monde de l'entrepreneuriat même. Et je peux dater ce début à mes 14 ans. Donc, t'en parlais un peu tout à l'heure. À mes 14 ans, quand on m'a proposé d'intégrer le Pôle Espoir de Bordeaux. Donc, le Pôle Espoir, c'est un internat où se réunissent des joueurs, des jeunes, qui ont la possibilité de pouvoir s'entraîner tous les jours pour pouvoir espérer un jour être professionnel. Donc, j'ai accepté de suite. C'était même pas une question. Quand on me l'a proposé, j'ai accepté directement. Bon, il y avait des contraintes. C'était l'époque sans téléphone portable. Je pouvais appeler mes parents de la cabine téléphonique avec les pièces. Il y avait des cartes déjà. 10 minutes le dimanche. Je rentrais chez moi seulement pendant les vacances scolaires quand j'avais pas de stage. Mais toutes ces contraintes, moi, je les ai pas vues parce que j'avais mon premier grand objectif en tête, c'est que je voulais devenir professionnel. Et le fait d'aller à Bordeaux, ça me permettait de me donner les moyens d'atteindre cet objectif. Et cette façon de me fixer des objectifs et de me donner les moyens de les atteindre, je la garderai et je l'utiliserai des années plus tard dans ma vie professionnelle. Donc là, on va faire un bond en avant. C'est un peu plus tard que ma première fois. Je ne suis pas resté au Crédit Agricole. J'ai créé ma société, donc avec Stévo qui est ici. Et un jour, je suis dans mon bureau et Stévo rentre, il ouvre la porte, il me dit « Jus, comment on fait pour gagner 50 000 € chacun ?» Alors, ça fait 1 an et demi qu'on a créé la société. On a commencé à se payer depuis 2 mois. Et vous imaginez bien qu'on ne s'est pas payé beaucoup. Donc là, coup de stress, mode mental compétition, tableau Excel, je calcule combien il faut qu'on fasse de dossiers chaque mois, chaque année, pour pouvoir arriver à ce montant. Et au final, on s'est fixé cet objectif. Ensuite, on s'est donné les moyens de l'atteindre. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, il y en a peut-être un. On a intégré le BNI à Montpellier. Voilà. Et c'est le premier parallèle que je peux faire entre les deux mondes, c'est que dans les deux cas, dans le monde du sport ou dans le monde de l'entrepreneuriat, on se donne des objectifs importants et on se donne surtout les moyens de les atteindre. Le chemin. Et la deuxième leçon que j'ai tirée de mes 2 expériences, c'est mon entraîneur à Bordeaux qui va me la donner. Donc on revient à Bordeaux, j'ai 15 ans, ça fait quelques semaines que je suis à l'internat. Je suis très malade. Enfin, j'ai passé la journée au lit, j'ai un gros rhume, j'ai 39 de fièvre, j'arrive à peine à respirer. Et c'est l'après-midi, je ne suis pas allé en cours, je vais voir l'entraîneur quand même par correction pour lui dire que j'irai pas m'entraîner. Et là, je lui dis donc que je ne m'entraînerai pas. Il me fait une réponse dont je me rappellerai toute ma vie. Il me dit, si tu es malade, c'est de ta faute. Ok. Alors moi, quand je suis malade à la maison, ma maman, elle me met au lit, elle me borde, elle me donne une tisane, des fois un cataplasme, et elle s'occupe bien de moi. Et là, il me dit que c'est ma faute. Ok. Donc, il continue, il me dit, ne pas être malade, c'est une chose simple et que tu peux contrôler. Tu peux mettre une veste, tu peux mettre une écharpe. Quand tu as les cheveux mouillés, tu peux mettre un bonnet. Moi, j'ai plus le problème maintenant. Donc, des choses simples qu'on peut contrôler. Et donc, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, maintenant, tu vas t'entraîner. Ok. Donc, je suis allé m'entraîner. Ça n'a pas été l'entraînement du siècle, mais j'avais retiré 2 choses, j'avais compris 2 choses ce jour-là. Donc la première, c'est que jusqu'à maintenant, j'étais
entrepreneur, j'avais mon objectif et sur le terrain, je faisais tout pour arriver à mon objectif. Par contre, j'avais compris ce jour-là qu'il fallait que je fasse attention à pas mal de petites choses en dehors du terrain. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, j'ai commencé à faire attention à mes temps de récupération, j'ai commencé à faire attention à ne pas être malade, à mettre les bonnets. Et j'avais compris ce jour-là une deuxième chose, c'est les deux mots que m'a dit l'entraîneur, que j'ai entendu plein de fois dans ma carrière professionnelle ensuite. Il m'a parlé des choses simples qu'on peut contrôler. Oui, parce qu'en fait, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, dans le sport, on ne peut pas contrôler le niveau des adversaires, on ne peut pas contrôler le niveau des coéquipiers, ni celui de l'arbitre, souvent l'arbitre. Dans le monde de l'entrepreneuriat, on ne peut pas contrôler la conjoncture économique, on en parlait. On ne peut pas contrôler les concurrents, on ne peut pas contrôler les décisions de ses clients, même si on a fait tout ce qu'on pouvait. Donc la chose que j'ai compris, c'est de ne pas me focaliser sur les choses que je ne pouvais pas contrôler. À partir du moment où je ne le contrôle pas, je zappe. Parce que la seule chose que ça pouvait m'apporter, c'est un stress supplémentaire. J'en ai déjà assez du stress. Donc, les choses simples qu'on peut contrôler. Dans le monde du sport, sur un terrain de volley, par exemple, qu'est-ce qui est simple et que je peux contrôler? C'est une consigne. Si je dis que dans le volley, je vais me mettre au contre en face de l'attaquant, je ne me mets pas 1 mètre à côté. Pourquoi? Parce que mon copain, derrière, il aura avancé. Et l'attaquant, il y a de grandes chances qu'il lui attaque dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Mon copain, il y a de grandes chances qu'il prenne la balle en pleine tête. Et donc là, il y aura comme conséquence 3 choses. La première, c'est que mon copain, il aura mal. La deuxième, plus importante, c'est que l'équipe, elle aura perdu le point. Et la troisième, encore plus importante, c'est qu'il aura moins confiance en moi la prochaine fois. Et l'équipe, elle sera moins forte. Donc, respecter les consignes. Tout simple. Et c'est pour ça aussi que dans le sport, on est à cheval sur les horaires. Parce que si on ne peut pas respecter un horaire, comment est-ce qu'on va pouvoir respecter une consigne quand on sera sur le terrain? Une année, là, je crois que c'était ma 2e année professionnelle, j'étais le plus petit salaire du club et de l'équipe, et l'entraîneur avait décidé que chaque retard, les joueurs qui étaient en retard devaient payer 5 € la minute de retard. J'ai pas été en retard de toute l'année. Donc, et cette façon d'être très exigeant sur les choses simples qu'on peut contrôler, c'est quelque chose que j'ai transposé naturellement dans le monde du travail, quand j'ai commencé à bosser. Par exemple, le premier jour au Crédit Agricole, j'ai un client qui vient me voir, qui me demande un renseignement, et j'ai pas ce renseignement puisque je viens d'arriver. Donc je lui demande son numéro, je lui dis que je le rappellerai dès que j'ai le renseignement. Normalement, cet après-midi. Il repart. L'après-midi, je le rappelle. Bon, déjà, il est étonné, il me remercie 4 fois de lui avoir donné le renseignement. Moi, je comprends pas, je raccroche et je demande à mon collègue, je lui dis, mais pourquoi il est étonné, en fait? J'ai juste fait ce que j'avais dit. Et lui me dit, oh non, mais moi, ça m'arrive tout le temps, hein. Soit j'oublie de le rappeler, soit j'ai pas le temps. Et puis voilà. Et c'est normal, quoi. Et je dis, non, pour moi, dans mon ancien monde, c'était pas normal. Si je fais pas ce que je dis, vous vous rappelez, mon copain, il a mal. Donc, effectivement, c'est quelque chose que j'ai retrouvé tout au long de ma carrière. Simplement faire ce que je dis, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de monde qui me remerciait parce que je faisais juste ce que je disais. Et cette exigence sur les choses simples, excusez-moi, un petit trou. Donc cette exigence sur les choses simples, au final, je me suis rendu compte que c'était un avantage concurrentiel très important dans ma carrière professionnelle, tout simplement. Mais cette exigence, je me suis rendu compte aussi qu'elle avait des limites. Et ces limites, c'est mon activité d'entrepreneur qui me les a montrées.
Donc là, on réavance dans le temps. Ça fait maintenant 7 ans qu'on a la société avec Stevo. On a une quinzaine de collaborateurs qui deviendront une trentaine. On a atteint nos objectifs. Donc du coup, comme tout bon entrepreneur, qu'est-ce qu'on a fait? On en a fixé d'autres. Pas forcément financiers cette fois-ci, avec d'autres objectifs. Et je continue à vouloir être digne de confiance. Donc, mais cette fois-ci, il faut que je sois digne de confiance envers mes clients, envers mon associé, envers mes collaborateurs, envers les partenaires bancaires, envers ma femme, envers mes enfants, envers tout le monde. Et du coup, le rythme s'accélère de plus en plus, à tel point que j'ai l'impression le matin de rentrer dans une machine à laver et d'en sortir que le soir au moment où je me rendors. Mais c'est pas grave parce qu'en fait, je suis comme dans ma précédente vie. Je suis passionné, j'ai pas l'impression d'aller au boulot. Et puis je sais faire que comme ça. Et voilà, encore un trou. Et effectivement, donc je sais faire que comme ça. Alors un soir, quand je rentre chez moi, je comprends pas. Quand je rentre chez moi, je m'assieds dans le fauteuil et d'un coup, je pleure. Je pleure jamais, ça fait je sais pas des années que j'ai pas pleuré. Je pleure et je comprends pas ce qui se passe du tout. Et à ce moment-là, c'est ma femme qui comprend en premier. Et elle va employer un joli mot anglais dont nous parlait Simon tout à l'heure. Elle va me parler de burn-out. Alors moi, j'en ai jamais entendu parler pour le coup. Du coup, je vais chercher sur Internet. Je regarde les 10 symptômes du burn-out. Je dis, ah oui, celui-là oui, celui-là oui, celui-là oui. Bon, je suis arrivé jusqu'à 7, après j'ai arrêté. Et donc du coup, à ce moment-là, j'ai compris que c'était la sursollicitation qui avait amené ma surchauffe. Et du coup, comme je fais d'habitude, j'avais un problème, j'ai cherché une solution. Donc, j'ai compris que cette sursollicitation, c'était comme si j'étais un jongleur et que je mettais de plus en plus de balles en l'air. Et que, au bout d'un moment, le risque pour moi, c'était que toutes les balles tombent en même temps et que tout s'écroule. Donc, il fallait que je réduise mon exigence sur une partie des sollicitations. Et j'ai choisi les sollicitations professionnelles. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je me suis rendu compte que ma société, elle allait jamais me dire « je t'aime ». Et à partir de là, j'ai réduit mon exigence. J'ai toujours fait ce que je disais. Par contre, au lieu de dire « je vais rendre ce dossier demain », je vais le rendre après-demain. Et le client comprenait, ça n'a rien changé. Au lieu de dire au client « je vais vous rappeler dans une demi-heure », je le rappelais dans la demi-journée. Ok, ça n'a rien changé du tout à mon activité. Et moi, j'ai beaucoup mieux vécu mon entrepreneuriat. Et au final, en conclusion, le chef d'entreprise, l'entrepreneur et le sportif de haut niveau, tous les deux se fixent des objectifs importants et surtout se donnent les moyens de les atteindre. Les deux portent leur attention sur des choses simples qu'ils peuvent contrôler. Ils sont très exigeants là-dessus. Et par contre, il y a une grande différence, c'est que le sportif de haut niveau porte toute son exigence sur lui-même, ce qu'il peut contrôler. Il peut être à 100% focus sur lui-même, alors que l'entrepreneur a beaucoup plus de choses à gérer, au final, qu'un sportif de haut niveau. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je pense que les entrepreneurs, tous les entrepreneurs, et plus particulièrement ceux qui sont dans cette salle, sont des sportifs de haut niveau. Merci à vous.